Attends. C'est ça. Voilà, bonjour à toutes et à tous. ProCap aujourd'hui a mis en place une série de 5 webinaires qui sont chronologiques, qui fonctionnent comme une vraie série et qui va parler de tout ce qui concerne le déconfinement, vous apporter une aide pour mettre en place une stratégie de déconfinement au sein de votre entreprise. Donc aujourd'hui, on accueille Aurélie Boyer, ergonome, et Edith Coste, consultante RSE. Elles vont toutes deux vous parler de leur domaine d'expertise respective et faire en sorte que vous compreniez mieux cet aspect du déconfinement. Alors, je laisse la parole à la première. Bonjour, donc Edith Coste, consultante effectivement en RSE et prévention des risques professionnels. On va attaquer le premier webinaire qui concerne comment protéger ses salariés et l'entreprise en mettant à jour le document unique et bien plus. Voilà. Le déroulé de la présentation, donc on a une petite demi-heure, on va essayer avec Aurélie de vous présenter ça de façon dynamique, avec le contexte juridique pour voir les grands enjeux, les enjeux et impacts pour l'entreprise et les collaborateurs. Ensuite, on verra l'analyse de risque et la mise en place de mesures concrètes et formalisées, donc ce sera vraiment le cœur du sujet. Et en dernier, bien évidemment, notre obligation légale de mise à jour du document unique. Alors, tout d'abord, le contexte juridique, qui est effectivement un contexte à rappeler pour poser les bases. Bien évidemment, nous avons l'obligation générale de l'employeur de sécurité et de protection de la santé des salariés. Ça, c'est notre bon vieux Code du travail qui nous l'impose et bien évidemment toute la jurisprudence derrière. Donc, c'est le fondement réglementaire. On peut rappeler également la nomination d'un référent santé-sécurité au travail depuis 2012, bien évidemment en prenant l'avis du CSE. Alors, ce référent santé-sécurité au travail peut être interne à l'entreprise ou un intervenant extérieur. Troisième point, c'est l'obligation de sécurité de moyens renforcés. Ça, on va le voir, qui a été posé là aussi par les différentes jurisprudences. L'employeur doit pouvoir prouver qu'il a mis en œuvre des moyens de prévention nécessaires pour éviter ces risques. Donc tout l'enjeu, effectivement, ce sera de prouver que l'on a pris en compte ce fameux risque Covid et que l'on a mis en place toutes les mesures nécessaires et suffisantes pour mettre en sécurité ses salariés et toutes les entreprises, bien évidemment, toutes les parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise. Autre petit point quand même à préciser aussi, c'est que tout le monde est responsable de sa sécurité. On ne peut pas dire que l'employeur est uniquement responsable de la sécurité. Chaque travailleur doit prendre soin de sa santé et sécurité, ainsi que celle des autres, des personnes concernées, du fait de ses actes ou du fait effectivement de ses omissions au travail. Donc ça aussi, c'est un article du Code du travail important de le répéter, puisque là aussi, le salarié a son rôle à jouer. Dernier point, obligation de l'employeur liée à la prévention de contamination contre le Covid-19. Donc là aussi, c'est des choses qui ont été redites par le ministère, nécessité de mettre à jour son document unique et surtout de prendre en compte ce risque dans ces mesures organisationnelles et techniques pour être sûr qu'on n'y pallie. Alors, une petite précision, Edith. Oui, j'aimerais bien que les personnes qui sont inscrites, invitées à ce webinaire, commencent à poser des questions dans la rubrique Q&R. Soit on répond immédiatement,
Donc, je vous reposerai ces questions-là, ils ne vont pas s'afficher. Soit D'accord. on attend la fin du webinaire, mais on répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Je ne vais pas vous couper tout le temps comme ça. Simplement, commencez à poser vos questions et je les mets de côté. Voilà, merci Edith. Très bien, merci. Donc ça, c'est le petit rappel pédagogique. Pardon, Aurélie, tu veux… Non, non. Non, excuse-moi. Allez, vas-y. Au niveau des enjeux de la période actuelle, bien évidemment, du Covid-19, on a deux types d'enjeux. Donc, côté employeur, bah, bien évidemment, d'organiser son entreprise pour mettre en œuvre des mesures de prévention. C'est éviter la contamination au coronavirus et c'est aussi mettre en place des mesures de prévention, donc travailler ce qu'on appelle en mode dégradé, avec un mix souvent de télétravail, de présentiel, de production réorganisée. Donc, toutes ces choses-là, bien évidemment, ça va chambouler complètement l'organisation de l'employeur. Donc, il va falloir trouver des solutions et surtout co-construire des actions de prévention pour avoir cette prévention intégrée et puis qui colle à la nouvelle organisation. Ça, c'est côté employeur, mais côté salarié, il y a aussi des attentes, hein, bien évidemment, et des besoins. Alors, eux, ils veulent travailler sereinement, être protégés en toutes circonstances, revenir au boulot serein quand ils sont en télétravail, donc ça, on l'entend souvent. Et puis, des demandes aussi légitimes, c'est avoir des consignes de sécurité claires, des moyens de prévention, des moyens de protection sur place lorsque c'est nécessaire. Et puis, savoir que faire, effectivement. Donc, ça veut dire avoir un minimum de choses expliquées par l'employeur et diffusées par l'employeur pour qu'il puisse effectivement mettre en œuvre les choses, avec beaucoup de questionnements pour ça. Et parfois des craintes aussi, hein, d'ailleurs, de certains salariés. Exactement, Voilà. exactement, parfois des craintes. Il faut savoir les écouter, les comprendre et co-construire avec eux, effectivement, des mesures pour qu'ils puissent les rassurer et qu'ils puissent mettre en sécurité tout le monde. Alors, les fameux impacts Covid-19 sur l'entreprise. Bien évidemment, l'épidémie, on l'entend assez souvent à la télé, court toujours. Ce qui implique bien évidemment que l'entreprise, si elle veut continuer ou reprendre une activité ou continuer, il va falloir qu'elle mette en œuvre des nouvelles organisations en mode dégradé. Elle peut mettre en œuvre un plan de continuité, certaines l'ont fait, ou un plan de reprise de continuité. Ce n'est pas obligatoire, mais par contre, il faut qu'elle réfléchisse en tout cas à une nouvelle organisation qui réponde à cette problématique. Et bien évidemment, ça va impliquer cette nouvelle organisation et l'épidémie, effectivement, ce nouveau risque, la mise à jour du document unique. On verra que c'est l'aboutissement et l'obligation de mise à jour de ce document unique. Mais ça ne doit être que le résiduel, on va dire, puisque le plus important, c'est de mettre en place le dispositif de prévention. Pardon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, l'entreprise, le chef d'entreprise a des risques s'il ne met pas en place les mesures nécessaires. Deux types de risques, un risque non avéré avec un risque d'atteinte à la santé des personnes, un risque non réalisé de contamination, donc c'est le délit de mise en danger d'autrui. Mais là, il faut vraiment une violation manifeste de l'obligation de sécurité. Le juge va s'appuyer là-dessus. Par contre, on peut avoir aussi, pour un risque non avéré, un référé judiciaire de l'inspection du travail, des syndicats, du CSE. C'est le cas d'Amazon, puisqu'il n'y a pas eu de contamination, mais bien un constat de risque sérieux d'atteinte à la santé.
Donc voilà. La deuxième conséquence, c'est le risque avéré, risque de contamination d'un salarié. Donc, en cas de risque avéré, là, on risque d'engager sa responsabilité, sauf si on démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires en votre pouvoir et adaptées, bien évidemment, aux situations qui ont été prises en compte. Et ça renvoie effectivement à l'obligation de moyens renforcée, justement. C'est ça, Voilà. exactement, on est bien sur une obligation de moyens renforcée, tout à fait. Et on peut avoir des actions en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur en cas d'AT ou de MP, ou bien évidemment verser des dommages et intérêts aux salariés suite à une inaptitude physique au travail, par exemple. Bon, alors, ATMP, est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que quelqu'un veut une précision sur ATMP? Tout à fait, accident de travail ou maladie professionnelle. Donc Voilà. ça, c'est le jargon effectivement de préventeur. Donc on voit bien que les enjeux sont importants au niveau juridique et que l'obligation de sécurité est très encadrée, encore plus en période Covid. On a aussi des sanctions en cas de non mise à jour du document unique, des sanctions pénales avec des amendes de 5e catégorie, 1 500 € d'amende par unité de travail, 7 500 € par personne et 15 000 en cas de récidive. Donc ça, c'est du financier, on va dire. On peut avoir aussi une sanction civile, être condamné à restreindre, voire suspendre son activité. Jusqu'à la réévaluation des risques. On a vu le cas d'Amazon, typiquement, où on leur a demandé de réévaluer les risques, de revoir leurs mesures, de co-construire effectivement les choses avec les partenaires sociaux et les salariés pour effectivement coller à la réalité. Donc, important d'avoir ça aussi à l'esprit. Alors, bien évidemment, des points de vigilance par rapport à tout ça. Un premier point de vigilance, c'est que toute réorganisation, en plus encore en mode dégradé dans cette période, bien évidemment, il va falloir avoir des ajustements progressifs. Ça veut dire qu'on ne peut pas se dire qu'on met une mesure et puis on est sûr du résultat. Non, il va certainement falloir tester les choses, mais qui dit test dit réajustement à chaque fois des mesures de prévention qui sont liées à ça, donc réévaluation et remise à jour du document unique en fonction de ces évolutions. En plus, ce n'est pas figé, puisque là aussi, la veille, les recherches sur le Covid évoluent. Donc, on peut s'attendre dans les mois qui viennent, peut-être des réajustements, de nouvelles mesures à mettre en place. Donc, là aussi, il faudra être vigilant et bien rester en veille par rapport à ces points-là pour pouvoir adapter les mesures à prendre chez nous, dans les entreprises. Il est important, bien évidemment, d'analyser toute nouvelle situation de travail, de chercher à repérer les effets en matière de santé et sécurité au travail. On va le voir avec Aurélie concrètement tout à l'heure. C'est vraiment très important. Et autre point de vigilance, vous avez des experts, l'expertise des salariés est une ressource. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vivent au quotidien la sécurité. Vous pouvez imposer plein de choses, sauf que c'est peut-être pas réaliste, c'est peut-être pas adapté aux situations. Donc là aussi, important de prendre la température, de tester avec eux et de travailler vraiment sur un fonctionnement collectif, parce que le but de tout le monde, c'est de se protéger avant tout, d'un point de vue santé-sécurité. Je vais donner un petit exemple très rapide sur la mise en place chez nous, en fait, par rapport à la machine à café. Donc, on discutait ensemble de qui faisait le café, qui était amené à utiliser la machine à café. Et du coup, il y a une personne qui dit, à ce moment-là, on se lave les mains avant de l'utiliser et après. Et je lui ai répondu, est-ce que réellement, vous allez vous laver les mains 2 fois en 3 minutes? Parce que en fait, le temps que le café coule, c'est 1 minute. Est-ce que quand vous allez vous laver les mains avant d'appuyer sur le bouton, prendre votre café et vous relaver les mains ensuite? Je ne sais pas si c'était très pertinent. Donc, il faut aussi proportionner les mesures, qu'elles soient efficaces certes, mais proportionner les mesures aussi à ce qui est possible de réaliser de manière réelle, quoi. Voilà.
pense qu'il ne faut pas perdre Oui. le bon sens, en fait. Tout simplement parce que on a toujours tendance à vouloir en faire beaucoup, à mettre ceinture et bretelles, et finalement, Du des coup, fois, rien n'est on fait. est Le risque, c'est que complètement à rien ne côté. soit fait. Voilà. Donc, il vaut peut-être mieux faire qu'un lavage de main, ou avant ou après, en tout cas, Bien mettre une sûr, consigne, mais au moins qu'elle soit respectée. Voilà. c'est ça. Alors, qu'en pensez-vous, vous participants, invités, qui restez dans votre zone d'ombre? Dites-nous, question-réponse, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous voulez réagir déjà à cette phrase, à cet élément qui a été lancé? Est-ce qu'il y aurait des abus? Est-ce qu'on serait un petit peu en train d'être trop méfiant? Est-ce qu'on prend trop de précautions et du coup ça nous fait perdre du temps? Dites-nous ce que vous en pensez. On peut poursuivre. On poursuit. Euh, Vu les chamboulements effectivement mis en œuvre dans l'entreprise, on parlait de co-construire. Bien évidemment, il faut prendre la température, prendre la température. C'est pas le mot dans ce contexte-là. Mais ce que je veux dire, c'est co-construire effectivement avec tous les acteurs de l'entreprise et surtout ne pas se priver de ça. On verra, c'est une vraie opportunité. Et surtout, vous avez aussi des acteurs externes pour vous aider. Et c'est indispensable de travailler notamment avec la médecine du travail, puisque là aussi, elle est là dans son devoir de conseil pour la mise en place de ces mesures sur la suffisance, sur effectivement l'efficacité des mesures que vous prenez pour être sûr qu'on est bien sur les bonnes actions à mener. Une première question de Viviane, justement, sur ce que tu viens de dire, Edith. Oui. Comment faire intervenir la médecine du travail? Alors, on peut faire intervenir la médecine du travail à plusieurs niveaux. Déjà, on peut bien évidemment la faire intervenir complètement en amont de sa démarche de prévention. Puisqu'elle connaît déjà, on lui a transmis le document unique, elle connaît les situations de travail. Normalement, elle est venue dans l'entreprise ou au travers de CHSCT ou de CSSCT, par exemple, ou de visites d'entreprise. Donc, c'est important d'avoir son avis. On peut l'associer, par exemple, à la démarche que l'on met en place lorsqu'on co-construit des consignes de travail. Autant l'intégrer tout de suite en lui proposant d'intégrer un groupe de travail sur la mise en œuvre, par exemple, de mesures que l'on estime nécessaires. Parfait. On peut également la solliciter en cas de doute ou Oui. particularité par rapport à certains salariés qui peuvent avoir des pathologies ou voilà, où ils ont un dossier médical un peu spécifique. Et donc, certains, par exemple, voudraient reprendre, mais ce n'est pas forcément conseillé. Donc, on peut demander aussi l'avis du médecin du travail voilà, pour certains salariés voilà, qui souhaiteraient reprendre, mais voilà, l'employeur peut avoir un doute et il peut consulter du coup le médecin du travail pour savoir ce qu'il en pense et demander une visite, par exemple. Voilà. Merci. De rien. Alors, ce qu'on disait, donc situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, là on est bien dans ce cas de figure. Hein. On a de nouveaux risques qui sont apparus, même si on avait pensé aux risques biologiques dans nos documents uniques. Celui-ci, il est particulièrement important et on va dire spécifiques pour avoir des mesures spécifiques. Donc, on a les nouveaux risques à gérer. Bien évidemment, c'est le virus. C'est le virus Covid-19 avec l'exposition effectivement entre collègues ou à proximité de tiers, avec des clients qui viennent chez nous, des fournisseurs, avec toutes ces parties prenantes. Il va falloir le gérer, le prendre en compte.
Deuxième point par rapport à ce virus, c'est l'exposition par contact avec des surfaces contaminées. Donc là aussi, il va falloir réfléchir sur les locaux concernés, le matériel, les produits qu'on manipule, par exemple. Tous ces points-là, eh ben, il faudra qu'on se questionne sur ces éléments-là pour trouver une parade et protéger les salariés. Deuxième cas de figure, donc non seulement on a effectivement ce risque virus, mais on a à réorganiser son entreprise, à restructurer son activité. En faisant ça, bien évidemment, on va générer de nouvelles situations de travail, des risques en cascade. Par exemple, pour ceux qui ont mis en place le télétravail, on verra qu'il y a des risques associés aussi au télétravail si on le prépare mal, si on le gère mal. D'un point de vue RH aussi, il y a des choses, il y a pas mal de choses à faire. Des réductions d'effectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire du développement de polyvalence. Ça veut dire des personnes qui sont plus du tout sur leur poste de travail, qui prennent en charge d'autres tâches. Par exemple, effectivement, la personne qui était référente RH peut devenir personne en charge de l'accueil, du nettoyage peut-être. Donc, d'où l'intérêt de revoir cette adaptation. On peut avoir aussi, ça peut générer du stress, bien évidemment, un apprentissage rapide de nouvelles méthodes de travail. Il y a des gens qui ont été mis en télétravail sans avoir été préparés à tout ça. Par exemple, donc là aussi, c'est générateur de stress, c'est générateur de nouvelles méthodes de travail. On peut avoir aussi l'absence de personnes physiques lorsqu'on fait une production. Si l'on doit réduire de 20% de son effectif, bien évidemment, on va avoir peut-être des postes clés qui vont manquer. Il va falloir répartir la tâche et bien évidemment revoir son organisation en profondeur. Autre point, on peut aussi redémarrer des installations après un arrêt prolongé. Donc là aussi, peut-être que attention à des risques associés. Donc là, on voit bien qu'il y a un chamboulement quand même très important, qui peut être très important de l'organisation, d'où bien évidemment la réévaluation sera nécessaire des risques en profondeur. Alors ça, c'est sûr que lors de nos prochains webinaires, parce qu'ils se suivent chronologiquement, notre prochain webinaire, lui, va travailler sur l'aspect humain, les risques en termes d'humain, et le suivant va travailler sur le changement. Donc, comment les salariés vont pouvoir s'adapter à ces changements-là tout en évacuant leur stress, leurs émotions. Ça, c'est dans nos prochains webinaires, c'est certain. Et j'ai une question de Sophie, en passant, qui nous dit « Si un salarié doit se déplacer à l'extérieur dans le cadre d'intervention en clientèle, faut-il prévoir des mesures spécifiques ?» Tu réponds? Alors oui, on va aborder peut-être la question justement dans les mesures de prévention à la fin, mais oui, effectivement, il faut prévoir des mesures de prévention. Ouais. D'accord. On abordera peut-être, ou je réponds tout de suite, peu importe. Mais là, on est déjà un petit peu dans ce qu'on va aborder par la suite. C'est après. Voilà. D'accord. Ouais, très bien. Bon, alors Sophie, un peu de patience. Alors, ce fameux risque, comment s'en prévenir et limiter les risques de contamination, parce que c'est bien ça l'enjeu. Donc, on va bien évidemment s'attaquer à la chaîne de transmission. On a vu, le risque, c'est le réservoir, c'est les personnes infectées, les sécrétions respiratoires. On va voir qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre par rapport à ça. On va s'attaquer aussi au mode de transmission, puisque c'est une transmission par voie respiratoire ou par les mains des hôtes. Et on va s'attaquer aussi à l'hôte lui-même, c'est-à-dire par rapport aux salariés et son état de santé. On parlait des personnes vulnérables tout à l'heure. Bien évidemment, c'est des personnes que l'on va écarter du risque proprement dit, avec l'aide de la médecine du travail, bien évidemment, sur ce côté-là.
D'autre part, on a vu que les situations de travail sont complètement chamboulées. Donc, ce qui veut dire qu'on va adopter complètement une démarche de prévention complète et méthodique. Alors là, on a le Code du travail qui va nous aider sur on va dire, la chronologie grâce aux principes généraux de prévention. Et on va vraiment essayer de s'appuyer là-dessus pour le faire dans cet ordre-là. Toutes les mesures qui peuvent éviter le risque, bien évidemment, on va les prendre et ensuite, on va décliner pour être sûr que l'on ait des mesures les plus appropriées possibles. Voilà. Je te laisse la parole, Aurélie. Oui. Alors, donc, on va rentrer concrètement dans le cœur du sujet, hein, dans le cœur du réacteur. C'est maintenant comment faire pour se mettre en sécurité et mettre en sécurité nos salariés, nos collaborateurs. Effectivement. Donc, la première étape, ça va être effectivement de lister et d'identifier toutes les situations qui peuvent être potentiellement à risque, les situations, les postes de travail. Et donc, on va parler de la notion d'unité de travail. Donc, par exemple, la personne qui vient de poser la question, nous avons des personnes qui sont amenées à se déplacer à l'extérieur en clientèle, hein, c'est ça ? Sophie, oui. Voilà. Typiquement, c'est une unité de travail et la situation de travail, c'est effectivement d'aller au contact d'autres personnes. Donc là, on a identifié une situation de travail qui est potentiellement à risque. Et la deuxième étape, évidemment, ça va être de très rapidement mettre en place un plan d'action qui permettra de préserver la santé. Et dernière étape, ça va être de tout recenser cela et de l'écrire dans le document unique. Mais j'insiste sur l'urgence de mettre les plans d'action et ensuite, rapidement quand même, hein, et ensuite de rédiger. Voilà, c'est bien dans ce sens-là que ça doit être fait. Donc, l'optique, c'est effectivement de partir du protocole de déconfinement hein, qui a été diffusé en masse et puis effectivement de tenir compte aussi du stade de l'épidémie et des évolutions, hein, comme l'a dit Edith tout à l'heure. On continue d'en apprendre tous les jours sur cette épidémie, donc tenir compte de toutes ces informations évolutives. Et donc, on va mettre en place effectivement différentes actions. À la fois, j'y reviendrai après hein, sur l'organisation, sur le technique, sur les salariés et puis également voir tout ce qui est conduite à tenir. Edith, si tu peux passer à la diapo suivante. Alors, effectivement, comme Edith l'a dit, la première étape, c'est effectivement d'éviter et de réduire le risque. Donc, éviter le risque, c'est effectivement de limiter le contact entre les personnes. Donc, ça revient à séparer les personnes le plus possible, d'où la mise en place du télétravail, qui d'ailleurs continue d'être la recommandation le plus possible pour l'instant. Pour les personnes qui ne peuvent pas être isolées en télétravail, qui doivent revenir sur site, il va falloir également mettre en place des mesures de prévention. Donc évidemment, il faut mettre en place des mesures de prévention pour celles qui sont en télétravail, également pour celles qui sont sur site, et il va falloir tenir compte effectivement de tous ces changements organisationnels, techniques, parce qu'ils ont un impact sur la santé et la sécurité des personnes. Et effectivement, ne pas oublier de mettre à jour les plans de prévention et les protocoles de sécurité. Ça, j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure. Alors, un exemple de situation dangereuse, c'est non exhaustif évidemment, hein, mais c'est quelques exemples liés justement donc, au premier risque principal, enfin pas principal, mais le premier risque qui a fait que tout ça s'est mis en place, c'est effectivement le risque biologique, donc c'est le risque de contamination au Covid-19. Donc, voici quelques exemples de situations dangereuses. Donc, le contact direct à moins d'1 mètre entre salariés. Ça peut être le partage de postes de travail ou de matériel de travail ou de véhicules. J'ai en tête une entreprise où effectivement il y a une polyvalence des salariés qui tourne. Donc ça, c'est pour prévenir un autre risque de TMS, en particulier de troubles musculo-squelettiques. Mais les personnes changent de machine en fait toutes les 2 heures. Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place par rapport à ce partage de postes de travail? Comment est-ce qu'on assure la désinfection des postes de travail à chaque changement? Voilà, ça c'est un exemple. Contact avec des surfaces et des objets locaux. Donc là, je viens de donner un exemple, hein, surface par exemple d'une machine, mais ça peut être effectivement un plan de travail, ça peut être du matériel, des matériels communs qui est utilisé par une équipe, par exemple, de manière successive ou de manière simultanée. Pour, par exemple, boîtier carte bancaire, donc ça c'est pour les personnes qui reçoivent du public et qui font payer. Donc comment est-ce qu'on assure la désinfection du matériel? Les poignées de porte, ça on en a dans toutes les entreprises. Donc comment voilà, on fait. Donc ça c'est une situation dangereuse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place par rapport à ça?
Le contact direct avec d'autres personnes est plutôt extérieur, donc du public extérieur. Donc, ça va être les clients, les fournisseurs, les transporteurs également. Là, j'ai en tête aussi une entreprise qui avait un petit peu omis de gérer cette situation et donc les transporteurs viennent. Mais il y a des échanges de papier, il y a des contacts effectivement quand même assez rapprochés et comment on gère justement ces transporteurs. Nettoyage des lieux et des postes de travail potentiellement infectés. Donc là, c'est effectivement aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Et puis le stockage également. Alors ça, c'est presque un risque en cascade, entre guillemets, mais par rapport au gel hydroalcoolique. Il faut savoir que c'est un matériau, enfin un liquide qui est potentiellement très inflammable, voilà, je vais y arriver, et qui peut créer des mini-zones, ce qu'on appelle ATEX, atmosphère explosive. Et donc, selon la taille de l'entreprise et la quantité stockée, il faut aussi avoir un point de vigilance sur ce stockage de produits très inflammables. Voilà. Donc là, pour le coup, ce n'est pas lié directement au risque biologique, mais c'est plutôt un risque en cascade lié au gel hydroalcoolique qui va être utilisé dans le cadre de la désinfection des mains des personnes. Voilà. Alors, on va donner un autre exemple de risque. Donc là, c'est effectivement aussi un risque qui est en cascade, puisque comme on l'a vu, pour éviter le risque, l'optique, c'est de mettre à distance les personnes, qu'elles ne se côtoient pas. Et donc, un des meilleurs moyens, c'est que les personnes ne soient plus dans l'entreprise. Et donc, il y a eu une mise en place massive du télétravail de manière très brutale, si on peut dire, puisqu'on n'a pas eu de temps d'adaptation, pas eu de transition, d'accompagnement au changement. Catherine, tu en parlais. Là, il y en a eu... ça a été très... Aucune. Voilà, aucune. Donc, les entreprises ont dû s'adapter, les employeurs, les managers. Mais du coup, ça a été assez brutal. Donc, quand on est en télétravail, effectivement, il y a différentes typologies de risques qu'on peut retrouver. Il ne faut pas les négliger. Certains peuvent être même très, très importants. Donc, on a le premier risque, c'est un risque de TMS, donc troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est effectivement très important parce que les personnes sont chez elles et elles n'ont pas forcément toute l'installation nécessaire pour du coup être bien installées. Donc c'est comment tenir compte déjà de cette problématique. Également un risque de fatigue visuelle. Donc ça, c'est un petit peu en lien avec les TMS, c'est-à-dire que c'est l'installation au poste qui n'est pas forcément la meilleure et qui du coup va générer une fatigue générale, fatigue visuelle et donc fatigue générale. Et puis, également, une autre thématique qui est majeure et qu'il faut surtout analyser et ne pas négliger, c'est les risques psychosociaux qui sont vraiment très, très importants. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a une perte de limite entre la vie perso et la vie pro, puisqu'en fait, il n'y a plus de distinction des lieux et tout est partagé. Et donc, effectivement, ça peut créer, par exemple, pour certains, une hyperconnectivité. C'est des personnes qui, auparavant, faisaient des horaires de travail assez normales, là, ont tendance, du coup, à bosser beaucoup plus, des journées de 10 heures, 12 heures, sans pause ou très peu de pause, qui ne voient pas passer l'heure et qui mangent à 3 heures de l'après-midi. Voilà, il y a une tendance justement, comme il y a une déconnexion complète du travail et du lien social qui est connecté avec ce travail, enfin, qui est dépendant, enfin, qui est en lien avec ce travail, les personnes perdent toute notion de temps. Et donc, il peut y avoir une hyperconnectivité et donc après une surcharge mentale liée à tout ça. Il peut y avoir une problématique d'isolement également des personnes qui se retrouvent seules chez elles et qui ne voient plus personne et qui, si elles ne sont pas contactées par le manager, par les collègues, peuvent vraiment vivre très très mal cet isolement. Ou à l'inverse, on a le cas de personnes qui ont du mal à s'isoler et qui du coup sont en surcharge, mais elles, par rapport au fait de la gestion globale entre le travail et la vie perso. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les enfants à côté, il faut faire les cours, parce qu'il y a une période, effectivement, il faut faire les cours et certains parents continuent de donner les cours aux enfants en plus du travail que l'employeur donne. Et donc là, à un moment, la personne a du mal à s'isoler ou à pouvoir trouver du temps pour se concentrer et ça peut créer des burn-out de manière assez importante. Donc, il ne faut pas le négliger aussi. Et comment tout ça s'accompagne ? Et puis un dernier exemple, et puis après je poursuis parce qu'on pourrait y passer des heures, la notion de stress également liée à des contrôles et des objectifs excessifs potentiels. C'est-à-dire que certains managers qui n'ont pas l'habitude justement de manager à distance vont avoir tendance à surcontrôler, à demander des comptes, à demander de rendre des comptes de manière beaucoup plus intensive, à mettre des objectifs plus pour s'assurer que la personne travaille bien chez elle et qu'elle ne fait pas rien, mais du coup à mettre des objectifs qui sont beaucoup trop importants. Et donc là aussi, ça peut créer du stress et des situations très pénibles pour le salarié. Voilà, quelques exemples. Ou pas d'objectif du tout pour certains managers.
Ou à l'inverse, effectivement, oui, à l'inverse, excessif ou absent, effectivement, dans les deux extrêmes, exactement. Et pareil pour les contrôles, d'accord. Il y a certains managers qui il y a une absence de contrôle total où la personne, elle est en complète autonomie et même solitude. Voilà, tout à fait. Donc c'est l'exemple inverse, effectivement. Il peut y avoir des cas extrêmes, tout à fait. Alors, donc une fois qu'on a identifié, qu'on a listé toutes ces typologies de risques, hein, toutes les situations dangereuses, on va effectivement évaluer chacune des situations pour voir celles qui sont les plus critiques et pour pouvoir prioriser en termes de plan d'action. Donc l'évaluation va se faire de la même façon que pour n'importe quelle unité de travail, n'importe quel risque, hein. On va reprendre la notion de fréquence d'exposition ou probabilité d'apparition. On va regarder la durée d'exposition, on va regarder la gravité des lésions potentielles, le nombre de personnes exposées. Effectivement, si on a une unité de travail où 50 personnes sont exposées, peut-être qu'on va mettre une priorité d'action sur ces personnes-là par rapport à s'il y a une personne. Alors, tout dépend de la fréquence, encore une fois, la durée, enfin, voilà, c'est une analyse globale, mais effectivement, le nombre de personnes peut être important. Et puis également le niveau de maîtrise qu'on a déjà, parce qu'il y a peut-être déjà des actions qui sont en place dans l'entreprise qui permettent déjà, d'ores et déjà, de réduire certains risques. Par exemple, pour les entreprises qui pratiquaient déjà le télétravail avec certains collaborateurs, il y a déjà certainement des choses qui sont mises en place qui permettent déjà de réduire certains risques pour le télétravail. Voilà, donc il y a déjà un niveau de maîtrise qui était déjà présent. Par contre, Aurélie, le niveau de maîtrise, il faut bien le réévaluer, puisque en situation normale, on peut avoir un très bon niveau de maîtrise, qui va se dégrader compte tenu de la situation de travail. Donc, tout à fait, exactement. Donc il faut tenir compte de ce qui est déjà en place, mais vérifier, comme tu le dis très bien, vérifier que ce qui est déjà en place est suffisant et continue de faire que le risque est maîtrisé. Si c'est plus suffisant, évidemment qu'il faut remettre en place des actions de manière prioritaire. Et donc, de cette évaluation va découler le plan d'action avec, comme je viens de l'expliquer, une priorisation en termes d'actions à mettre en place. Alors Aurélie, j'ai une question avant que tu passes à autre chose. Une question de Laurence. Comment un manager peut-il s'assurer qu'un salarié travaille bien dans de bonnes conditions à domicile? Installation, temps de travail. Eh ben, la première question, c'est de poser la question à son salarié, de voir effectivement avec lui comment il s'est installé. Alors là, du coup, j'anticipe, mais c'est savoir effectivement comment s'est installé. Est-ce qu'il a une pièce dédiée à ça ou est-ce que certains, nous, on a fait des formations effectivement récemment sur le télétravail, certains n'ont même pas de chaises et de tables dans leur appartement. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de quoi poser un ordinateur et donc ils ont une table de salon avec un canapé. Donc la première question, effectivement, c'est de poser la question à son salarié, qu'est-ce que vous avez chez vous en termes de pièces ou pas dédiées, de matériel possible, enfin d'installation, de matériel de mobilier possible. Et après, c'est quel matériel, mais ça le manager le sait, quel matériel il met à disposition de son salarié. Est-ce qu'il a un ordinateur portable? Ça, il le sait. Voilà, c'est le sait. Mais c'est déjà effectivement en termes d'équipement du logement, donc en termes de places disponibles, de pièces dédiées et de mobilier disponible. Et après, sur la partie organisationnelle, c'est de poser les questions sur effectivement comment est-ce qu'il fonctionne, sa famille, effectivement, est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'il est en concubinage, en couple, ou est-ce qu'il a des enfants, est-ce que les temps peuvent être clairement définis, comment est-ce qu'il organise est-ce que c'est lui qui doit faire l'école, enfin, tout ça, c'est des discussions à avoir avec chaque salarié pour effectivement adapter ensuite la charge de travail, tenir compte effectivement des horaires. Par exemple, si les cours se font plutôt le matin de 9h à 11h, et ne pas mettre une visioconférence réunion d'équipe à 9h parce que ça veut dire qu'on n'aura pas la personne. Ou alors lui demander de décaler, est-ce qu'elle peut faire les cours à la suite de la... Enfin voilà, en tout cas, c'est des discussions qui doivent être faites avec chaque salarié finalement. Voilà. Alors j'ai une question de Mahawa Dramé. Bonjour, serait-il possible d'avoir une trame de DUER? Alors, Edith, tu veux répondre? Une trame de DUR, alors sachant que le Code du travail n'impose pas de formalisme particulier, donc on retrouve des méthodologies effectivement propres à chaque entreprise, mais avec systématiquement effectivement ce qu'a évoqué Aurélie en termes de critères d'évaluation. Mais si elle le désire, pourquoi pas? Ouais.
légalement, effectivement, il n'y a pas de trame imposée. Après, dans le document unique, on doit retrouver un certain nombre oui, de critères, donc la notion d'unité de travail et puis la notion d'évaluation, donc voilà, les critères dont on vient de parler. Alors, même ça, c'est pas forcément, comment dire, c'est même pas forcément obligatoire. Par exemple, il y a des toutes petites entreprises où c'est encore un document unique qui est écrit papier manuscrit et où simplement l'employeur a mis risque fort, risque modéré, risque faible. Voilà. Et donc, son évaluation à lui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est très, très minimaliste. Hein. J'aime autant vous dire que si jamais il arrive un accident, bah, le juge va peut-être être un peu dubitatif sur la façon dont l'évaluation a été faite, mais en tout cas, c'est l'évaluation de l'employeur. Voilà. Donc, dans l'idéal, il faut quand même essayer de creuser un petit peu cette évaluation et approfondir les choses. D'accord. Si on laisse votre document, si on envoie votre document de présentation à Mawa, est-ce que ce serait faisable? Quelle façon DER à l'aide de votre document là, de présentation? Ah bah, inspirer, effectivement. Et puis, Oui. du coup, On peut lui proposer une méthode aussi. Aussi, voilà, tout à fait. On peut méthode, bien évidemment. l'aider pour l'adapter, en fait, pour faire quelque chose qui soit adapté, parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de faire un document unique très complexe si c'est une petite entreprise. L'optique, c'est qu'il soit mis à jour tous les ans. Ça, on ne l'a pas rappelé, mais là, on le met à jour parce qu'effectivement, il y a des nouvelles informations, il y a un risque important. Mais tous les ans, ce document-là, de toute manière, il doit être mis à jour. Donc, il faut qu'il soit adapté, proportionné aux possibilités de l'entreprise. Donc, il ne faut pas faire quelque chose de trop compliqué. Il faut faire quand même quelque chose qui soit suffisant, évidemment, mais pas trop compliqué non plus. Donc, après, voilà, ça s'ajuste et ça s'adapte en fonction de chaque entreprise, de son secteur d'activité, du nombre de salariés. Et voilà, je ne sais pas si Edith, tu veux rajouter. Parfait. Pardon. Mawa vous remercie beaucoup. Simplement, peut-être pour l'aider aussi par rapport au risque Covid, il y a des choses, il y a des documents très importants qui sont sortis, qui sont les fiches métiers, Oui. qui sont à disposition sur le volet ministère du Travail, je crois. On mettra les liens à la suite de la présentation sans problème et qui vont l'aider métier par métier pour prendre en compte effectivement les risques et qui déjà propose en tout cas des solutions de mise en œuvre qui sont intéressantes puisque elles sont propres à chaque risque identifié. Et par secteur. On va mettre le lien aussi. Bon, bah alors, du coup, vous avez généré de l'intérêt. Thibaut, Viviane, Elena, Sophie veulent également ce document. Donc, la présentation avec les liens. Merci, Edith. On mettra les liens en fin de présentation, pas de souci. Parfait, c'est gentil, merci. Très bien. Alors, du coup, suite à cette évaluation, effectivement, on va mettre en place un plan d'action de prévention. Donc, je rappelle que le plan d'action de prévention, il doit être basé sur plusieurs types d'actions, pas uniquement du technique, mais aussi de l'organisation et de l'humain. Dans le technique, on va retrouver tout ce qui peut être investissement matériel, on va retrouver tout ce qui est environnement de travail, les locaux, les équipements, etc. Dans la partie organisation, on va plutôt travailler sur les méthodes, sur les flux, le nombre de personnes exposées, la durée d'exposition, etc. Et on peut travailler également sur l'homme. Alors l'homme, ça va recouvrir deux éléments essentiels, à la fois ses équipements de protection et à la fois sa formation. Donc là, je vais donner quelques exemples effectivement d'actions qui peuvent être mises en place dans le cadre de ces risques identifiés. Donc Edith, si tu veux passer à la diapo. Donc on voit bien quand même qu'on est vraiment dans une démarche de prévention et qu'on n'est pas uniquement on ne se focalise pas uniquement sur l'homme ou sur la technique. C'est vraiment complet. Ouais. Une démarche globale, complète. Ouais. Et d'ailleurs, des fois, il y aura très peu de technique parce que c'est compliqué et il y aura beaucoup d'organisation et d'humain. Et d'autres fois, on arrivera à faire les trois, technique, organisation, humain. Voilà. Mais l'optique, c'est effectivement toujours de se poser la question sur les trois volets, qu'est-ce que je peux faire? Et plus on va arriver à mettre sur les trois volets des actions, et plus on va s'assurer, plus on va être performant en termes de prévention, on va s'assurer effectivement que la prévention sera efficace. Voilà. Mais par contre, ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, tout ce panel doit déboucher sur de la formation et de l'information. Parce qu'on peut faire plein de choses dans son bureau. À un moment donné, il faut que les gens qui sont concernés par tout ça aient bien cette formation, aient bien accès à l'information pour pouvoir l'utiliser. Et quelquefois, on n'arrive pas jusqu'à l'utilisateur, j'ai envie de dire. C'est important. Alors, Eric nous fait une réflexion, mais forte à propos. Hein. Il nous dit
Du coup, aucun DER ne ressemblera à un autre DER. Ah oui, Voilà, c'est exactement ça. c'est exactement ça. Ouais. On est bien sur du sur-mesure. Parfait. Alors, des exemples d'actions, effectivement, par rapport au risque Covid. Donc, vous voyez, j'ai remis le TOH, hein, qui est un des fondamentaux, justement, du préventeur, technique, organisationnel, humain. En termes de prévention primaire, effectivement, l'optique, et ça, le protocole de déconfinement le rappelle, c'est on maintient le plus possible le télétravail quand c'est possible. Donc là, on est plutôt dans la partie organisationnelle en termes d'action. On maintient le télétravail, ce qui fait qu'il n'y a plus d'exposition au risque. Deuxième point, on va réorganiser le travail au sein de l'entreprise. Donc là, c'est encore en termes d'organisation, mais c'est effectivement les personnes qui sont sur place, sur site. Comment est-ce qu'on organise le travail pour faire en sorte qu'elles ne soient pas impactées. Donc, ça va être, par exemple, retravailler au niveau des horaires de travail, par exemple, pour faire en sorte que les personnes ne se croisent pas au niveau des vestiaires, au niveau des postes de travail, etc. etc. Réaménager les locaux de l'entreprise. Donc là, on va être plutôt dans la partie technique. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'accueil, effectivement? Est-ce qu'on peut redisposer l'accueil? Est-ce qu'on peut redisposer la salle d'attente pour effectivement éloigner les personnes? Les lieux de travail, les bureaux, les dépôts, ateliers. Donc, je rappelle effectivement que le protocole de déconfinement donne également des indications en termes d'aménagement de lieux par rapport au nombre de personnes par bureau, et en particulier dans Par les mètre open carré. space. Mhm. Comment? Par mètre carré. Par mètre carré, voilà, en donnant Très vraiment des précis. indications très claires sur le nombre de mètres carrés par personne. Et donc là, c'est 4 mètres carrés, en tout cas, ce qui est indiqué, tenant compte effectivement des mobiliers, etc., etc. Mais donc, ça vous donne une idée qui vous permet de réaménager vos locaux et le nombre de personnes dans les locaux. Donc, c'est à la fois du technique, effectivement, en termes de positionnement, mais également de l'organisation en fonction, je parlais des horaires de travail. Voilà, tout ça est imbriqué. Et puis également tous les lieux de collectivité aussi. Qu'est-ce qu'on met en place effectivement dans la cantine, la salle de repas, la salle de pause, s'il y a des douches, des vestiaires, voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte d'aménager pour que les personnes ne soient pas trop les unes sur les autres. Également, mettre à disposition des équipements de protection individuelle et former le personnel. Donc là, très justement, comme l'a dit Edith, c'est bien de fournir des masques. Effectivement, il est rappelé qu'il faut fournir les masques, surtout si on ne peut pas respecter les distances, mais il faut savoir s'en servir. Et un salarié qui a un masque mais qui ne sait pas s'en servir, concrètement, il n'est pas protégé. Alors même d'ailleurs qu'il se croit protégé. Donc c'est même pire, parce qu'il ne va pas faire attention. Et mettant un masque, il se croit protégé et du coup, en fait, il ne sera pas protégé et c'est peut-être là où il va s'exposer. Donc, il faut vraiment former le personnel sur comment bien porter le masque. Mais c'est valable aussi, j'y reviendrai, sur le télétravail, par exemple. Rappeler aux salariés les gestes barrières et les règles d'hygiène à adopter. Donc là, on est aussi encore dans l'humain, c'est l'information, la formation. Veiller à la propreté des locaux. Donc là, on est un petit peu, on va en reparler, mais en lien aussi avec les prestataires de nettoyage. Est-ce qu'ils peuvent intervenir plus ou pas? Quelle fréquence, comment, etc. Et puis également, ça c'est un devoir de l'employeur, savoir quoi faire quand il y a un salarié qui présente des symptômes, qu'on suspecte effectivement qu'il est infecté, quelle procédure on met en place effectivement pour l'écarter et faire en sorte qu'il ne contamine pas le reste du personnel. Ça suppose y avoir réfléchi au préalable, effectivement, et d'avoir travaillé avec la médecine du travail. Là, Voilà, on la retrouve. exactement, tout à fait. Alors, ça, c'était pour le risque effectivement lié au Covid. Donc, voilà, protocole de déconfinement, je viens d'en parler. Donc, par étape, la première chose, ça va être effectivement les barrières physiques. Je le redis rapidement parce que j'en ai parlé, hein, mais par étape, c'est voilà, lecture du protocole de déconfinement, évidemment, puisque ça vous donne toutes les indications. Respecter les barrières physiques, donc on espace les zones de travail, les postes de travail. On peut condamner, par exemple, des postes de travail, réaménager les postes de travail. Il peut y avoir du marquage au sol également mis en place. Ensuite, tout ce qui est réunion, on évite de les faire en présentiel, on évite le contact direct et on fait tout ce qu'on peut à distance. Ou si c'est maintenu, on limite le nombre de personnes, la durée, et puis on essaye d'éloigner les personnes le plus possible. On aère les lieux de travail, ça c'est également le protocole de déconfinement qui indique au bout de 3 heures, 15 minutes d'aération. On aménage les horaires, j'en ai parlé, j'y reviens pas, et en particulier pour les lieux de pause. On affiche toutes les informations et on informe les salariés et on les fait appliquer. Et on met à disposition évidemment des salariés tous les EPI nécessaires, masques, gants, gel hydroalcoolique, etc., etc.
Alors les gants, on en discutera s'il y a des questions, mais ce n'est pas forcément toujours important. Les masques et le gel hydroalcoolique sont plus importants. Avec du savon, voilà, c'est les 3 actions majeures. Alors sur la diapo suivante, je vous ai mis quelques éléments par rapport… Comment? Ah non. Par rapport… ah oui, alors il y avait encore ça. Je voulais parler du télétravail, mais je veux effectivement expliquer aussi… C'est redondant peut-être si tu veux. Ouais, voilà. Ouais, on va passer parce que je vois que c'est 11h49 et s'il y a des questions, je voulais laisser la place aux questions. Donc, par rapport justement, alors là, c'est par rapport au télétravail, mettre à disposition effectivement des moyens et des matériels qui sont importants pour que la personne puisse bien travailler. Donc, c'est le matériel informatique, ça peut être le siège, donc c'est idéal, c'est pas toujours facile, mais ça peut être possible. Mais c'est également tout ce qui va être connexion Internet. Il y a des personnes qui effectivement n'ont pas de connexion Internet suffisante pour pouvoir travailler chez elles aussi. C'est tous ces moyens-là qui doivent être fournis au niveau du salarié. Organiser et informer les salariés sur les bonnes pratiques du télétravail. Donc là, c'est effectivement d'un point de vue organisationnel, clarifier les règles de fonctionnement, quand est-ce qu'on peut être contacté, les horaires. Donc il faut tenir compte, comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport à la question du contexte de chacun. Voilà, il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler, par exemple, le matin ou l'après-midi. Voilà, tenir compte de tout ça, de chaque télétravailleur. Et en tout cas, en mettant un cadre qui soit très clairement défini entre le salarié en télétravail, le manager et l'entreprise. Voilà, et que ce soit clairement défini. Et puis, prévoir régulièrement des périodes d'échange. Ça, c'est important pour garder le contact, le lien avec l'entreprise, avec les collègues également. Il y a des visio-cafés qui existent. Certains mettent en place cela. Voilà, c'est important de garder du lien et de garder des contacts réguliers. Définir des temps de pause. Comme j'expliquais, il y aura potentiellement pour certains une tendance à l'hyperconnectivité et à ne pas prendre de pause suffisante. Donc là, ça peut créer une surcharge et créer du coup du stress à long terme. Et puis, former le personnel sur comment bien télétravailler parce qu'effectivement, c'est pas inné. Et comme ça a été fait dans l'urgence, ça n'a pas pu être forcément réfléchi, organisé, etc. Donc, voilà, former le personnel sur comment s'installer du mieux possible chez soi, sur comment je communique avec mon manager et pour les managers également, parce que ce n'est pas simple pour eux. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour mes salariés? Donc là, typiquement, dans les unités de travail, il faut distinguer le télétravail pour ceux qui sont, on va dire, salariés, et puis les managers, parce que pour les managers, c'est aussi très compliqué le management à distance. Donc, l'unité de travail manager, il devrait également y avoir une évaluation du risque par rapport à cette gestion à distance du personnel. Alors, sachant simplement, Aurélie, qu'on est en mode dégradé et que demain, peut-être qu'il vous faudra travailler aussi sur une charte télétravail ou en mettant en œuvre l'ensemble des mesures qui ont été co-construites au sein de l'entreprise. Tout à fait. C'est important de revenir à des choses cadrées. Tout à fait. Là, ils ont expérimenté, mais voilà, ne pas oublier aussi, donc on a parlé rapidement tout à l'heure, les plans de prévention et protocoles de sécurité, donc avec vos prestataires. Donc je pense en particulier aux entreprises de nettoyage puisqu'elles sont fortement sollicitées en cette période justement de risques biologiques. Donc ne pas oublier de voir avec le prestataire les risques dans les deux sens, hein, quand ils viennent chez vous et à l'inverse qu'ils n'apportent pas également de problématiques chez vous. Ne pas oublier les affichages réglementaires. Et puis, ça, c'est en lien, ces affichages, avec toutes les notions de preuves que vous pouvez conserver, enfin, qu'il faut que vous fassiez et que vous devez conserver. Ça, c'est pour faire un lien avec le début sur l'obligation de sécurité de moyens renforcés, c'est-à-dire que vous devrez prouver que tout ce que vous avez mis en place a été efficace. Enfin, en tout cas, déjà, prouver tout ce que vous avez mis en place. Voilà. Et qu'effectivement, vous avez vérifié que c'était efficace. Mais donc, c'est conserver les mails, les affichages, éventuellement prendre des photos des affichages que vous avez faits, tout ce qui est notes de service, des comptes rendus de réunion avec les instances représentatives du personnel. Ça peut être un avenant dans le règlement intérieur, etc., etc. Ça peut aller même, pour certains cas extrêmes, jusqu'à des constats d'huissier. Je sais qu'il y a des huissiers qui font, par exemple, des constats dans les entreprises pour effectivement valider toutes les mesures qui ont été mises en œuvre. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à formaliser les prises de connaissances, des prises de connaissances de consignes sécurité, des prises de connaissances de formation, lorsqu'effectivement vous dispensez des communications, ces signatures ou en tout cas retour de mail pour être sûr qu'on a bien la preuve de la bonne prise de connaissance. Tout à fait.
Vas-y, effectivement. Oui, donc en conclusion, on voit que bien évidemment l'entreprise est très chamboulée en cette période, qu'il faut analyser les différentes situations de travail en mode dégradé. Mais on voit également qu'il y a d'énormes opportunités d'amélioration. C'est vrai que ce sont des contraintes, mais ces contraintes-là, ce sont des opportunités d'amélioration puisque c'est quand même l'occasion de co-construire avec les salariés, et on a vu avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, de nouvelles règles, des règles de reprise, des règles de en bonne intelligence, on en parlait. Ça veut dire améliorer le dialogue social au sein de l'entreprise. C'est effectivement peut-être déminer des situations difficiles pour justement arriver à des règles simples et précises. C'est aussi l'opportunité, ça je l'ai vu pas mal dans les entreprises post-confinement, c'est de demander l'avis aux salariés sur le vécu pendant la période de déconfinement, les opportunités d'amélioration qui verraient, les besoins qui n'étaient pas peut-être avant cette période et qui ont vu le jour, et les attentes par rapport au retour en entreprise. On parlait tout à l'heure de crainte effectivement de retour en entreprise. Typiquement, ça, il va falloir l'écouter et mettre en face des mesures et des discussions. Ouvrir le dialogue, ça c'est hyper important, voire peut-être proposer aussi des aides, notamment des aides psychologiques, des aides au réaménagement, par exemple, de son poste de travail, comme disait Aurélie, puisque c'est pas si simple. Donc bien profiter de cette période pour faire un retour d'expérience et co-construire là aussi l'organisation de demain. C'est intéressant puisque du coup, on peut par exemple capitaliser sur un accord de télétravail ou un nouvel accord effectivement sur les postes de travail. Voilà. Aurélie? Oui, moi je voudrais juste rebondir aussi sur une vigilance très très importante lors de ce déconfinement. Tous les salariés n'ont pas été dans la même posture en fait, dans ce confinement. Exact. Il y en a certains qui ont été en arrêt complet de travail, ils étaient en chômage technique, ils n'ont pas travaillé, donc ils ont été très très déconnectés. Certains ont été en télétravail, parfois en surcharge parce que justement il fallait faire presque plus par rapport à des difficultés de l'entreprise. Donc du coup ça demandait une surcharge de travail. Et d'autres étaient en surcharge aussi par rapport d'un point de vue travail, mais aussi personnel, justement sur la gestion de la famille, etc. Oui. Cette reprise, elle va être très différemment vécue selon le contexte dans lequel on a été pendant ce confinement, et il faut tenir compte de tout ça et mettre en discussion tout ça pour diminuer les tensions, essayer qu'il y ait une compréhension entre salariés aussi, parce que ceux qui reprennent, qui n'ont pas travaillé pendant 2 mois et qui ont envie de bosser, eux, ils vont être en forme, ils vont vouloir y aller, ils vont donner du boulot à leurs collègues, mais tous ne seront pas dans cette même situation et ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits, et donc c'est très très important d'accompagner ce déconfinement, et donc ça fait effectivement une très bonne transition par rapport au deuxième webinaire, puisque je crois que ce deuxième webinaire sera tout l'objet de ces questions-là. Voilà. Justement, c'est ce que je voulais dire. La transition avec le deuxième webinaire est parfaite parce qu'on va, avec une psychologue du travail, aborder ces sujets-là lors du deuxième webinaire, mais qui a lieu demain à la même heure. J'ai une question de Jean-Luc et ce sera, vous avez répondu, je pense, à toutes les questions qui m'avaient été données. Naturellement, vous avez répondu. Et une question arrive de Jean-Luc. Comment gérer un mode de travail mixte, in situ et en télétravail? Alors, il faudrait préciser la question, c'est-à-dire pour des mêmes profils? Je vais juste peut-être répondre un petit peu plus à la personne, en attendant que la personne réponde, qu'elle nous donne un peu plus d'éléments d'information, parce que là, je ne sais pas, Edith, toi, si tu pourrais. C'est pareil, oui. C'est un peu flou. Pour répondre à la personne qui disait que ses salariés partaient en clientèle, donc là, bien se re-questionner sur les 3 volets techniques, organisationnels et humains, qu'est-ce qui peut être mis en place. En tout cas, il faut qu'il y ait une information, à mon sens, qui soit faite auprès du client sur les consignes que lui-même doit respecter vis-à-vis des salariés qui se déplacent chez lui. Donc,
peut-être envoyer une information en disant nous intervenons chez vous sous réserve que vous preniez telle précaution, telle précaution, telle précaution, que vous mettiez à disposition peut-être des choses ou pas. Voilà, en tout cas, qu'il y ait une implication aussi du client pour qu'il respecte les gestes barrières, pour qu'il mette un masque, etc., etc. Et donc, après avoir effectivement d'un point de vue technique, s'il peut y avoir des choses également, et évidemment la formation aussi, on en a parlé. Et si effectivement il y a un plan de prévention, remettre à jour ce plan de prévention avec le client pour justement limiter les risques de coactivité, travailler sur les risques de coactivité et mettre en place les moyens de protection et de prévention qui vont bien. Effectivement, en fait, là, il faudrait savoir si c'est un client, si ce sont des clients particuliers ou si c'est des clients professionnels. Ce que vient de dire Edith, c'est effectivement pour un client professionnel, si effectivement il y a un plan de prévention, bah, évidemment le remettre à jour, ça on l'a évoqué plusieurs fois, et Edith vient de le rappeler, c'est très bien. Et après, il y a la notion de je me déplace chez des particuliers qui, eux, du coup, bah, voilà, donc il n'y a pas de plan de prévention, mais donc justement, comment on peut faire un mini plan de prévention, c'est presque ça, un mini plan de prévention avec des clients particuliers pour du coup bien mettre un cadre d'intervention. Par contre, dans la question de Catherine, je pense qu'elle voulait évoquer la difficulté pour le manager, effectivement, d'avoir, au niveau du document unique en tout cas, d'avoir un travail, une même situation de travail, par exemple la production, avec des personnes en télétravail et des personnes sur site, c'est ça? Oui, alors Jean-Luc vient de oui. Pour moi, c'est deux situations de en travail. fait. Il vient de préciser sa question et en fait, c'est une équipe projet qui a été obligée de revenir sur site. Le reste de la population est en télétravail, mais une équipe projet sur un projet urgent est obligée de revenir sur site. Et ben, donc, comment gérer ce mode de travail mixte? C'est deux situations de travail, enfin tu compléteras Aurélie, c'est deux situations de travail qui sont différentes sur le même poste de travail, donc on aura deux évaluations des risques spécifiques par rapport aux risques de chacun, un sur site et un hors site. En fait, dans la notion d'unité de travail, ça recouvre deux notions. Il y a la notion effectivement des personnes qui ont la même activité et il y a la notion géographique. Et là, donc là, pour le coup, il y a une unité de travail avec la même activité projet, mais en fait, du coup, il y a deux unités de travail liées voilà, au lieu de travail, donc sur site et hors site. Et donc, du coup, ça va faire deux catégories, enfin deux sous-unités de travail avec deux évaluations différentes par rapport aux différents sites. Et donc, deux plans d'action différents. Et donc, deux plans d'action évidemment différents. Oui, merci. D'accord, c'est surtout ça. Très bien. Je pense, j'ai plus d'autres questions parce que j'ai trouvé parfait vos interventions et vous avez répondu aux questions qui m'avaient été posées. Je voudrais vous libérer parce que comme vous êtes également en télétravail, vous avez des enfants à récupérer, vous avez aussi votre vie. Il est midi, le webinaire se termine. Comme promis, nous allons envoyer le document de présentation avec les liens aux personnes qui en ont fait la demande. Ceux qui n'en ont pas fait la demande, faites-le. On reste en contact. Et n'hésitez pas aussi, s'il y a des questions qui vous viennent dans un deuxième temps, n'hésitez pas à revenir vers Catherine. Qui nous laisse voilà, vous avez mes coordonnées qui sont affichées. Revenez vers moi et on vous aidera au mieux dans le meilleur de nos expertises. Et surtout, n'oubliez pas la série des webinaires. Tout se suit. Donc, demain, on va parler du côté psychologue du travail avec Laurence. Voilà. Merci Aurélie, merci Edith et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. À très bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.